Explication, Frédéric Lordon, également. Vous êtes aussi sur la sellette, les économistes. Écoutez, moi je suis pas plus malin qu'un autre. La crise des subprimes, j'ai commencé à la voir arriver à l'hiver 2007, parce que je lisais des magazines économiques et financiers anglo-saxons, parce que si vous comptez sur la presse française en cette matière, là, vous vous réveillez au mois d'août. On n'est pas les mieux placés, donc. Non, on n'est pas les mieux placés. Et il y a des journaux qui commençaient à dire que ça commençait à sentir le roussi. Bon. Et puis j'ai découvert, mais comme tout le monde, tous ces produits exotiques, ces dérivés de crédit, etc. Et alors je m'y suis mis pour essayer de refaire mon retard. Bon. Alors, je suis pas plus malin qu'un autre, mais je suis pas plus bête qu'un autre non plus. Donc, j'ai pas vu passer la crise, je l'ai pas vu arriver avec 3 ans d'avance, si vous voulez. Mais ça fait 15 ans que, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, je ne cesse de répéter, nous ne cessons de répéter que la déréglementation financière en soi est une plaie. C'est une plaie et qu'il faut la fermer impérativement. Alors c'était pas très difficile d'avoir cette idée-là, vous savez, il suffisait de ne pas s'être laissé coiffer des œillères néolibérales et d'avoir lu quelques grands textes de l'économie politique. Mais vraiment des grands textes, écrits par des auteurs remarquables, mais qui ont tous été traités en chien crevé. Des gens comme Keynes, Minsky, Kindleberger. Puis d'ailleurs, tant qu'on y est, on pourrait rajouter Papa Marx pour remonter la série dans le temps. Très à la mode en ce moment aux États-Unis. Il a un retour de flamme extraordinaire, un peu tardif tout de même, parce que oui, et Galbraith. Alors Minsky et Kindleberger, ils sont pas très connus du grand public. C'est plutôt des auteurs pour universitaires. Mais Keynes, tout de même, c'est un nom qui dit quelque chose. Et vous vous souvenez peut-être que pendant 2 décennies, Keynes a été un nom propre qui a servi d'insulte. Keynésien, keynésianisme, c'était des synonymes pour dire rétrograde, archaïque, passéiste, etc. Et ça, franchement, c'est vraiment terrible. Donc on a traité ces auteurs en chiens crevés, et ce sont ceux-là même qui instruit des désastres du premier capitalisme déréglementé, celui des 30 premières années du siècle dernier, avait livré une remarquable analyse. Et je dis bien une analyse, vous voyez, pas des slogans, pas trop d'impôts, tue l'impôt, travailler plus pour gagner plus, etc. Une remarquable analyse du poison violent que sont les marchés de capitaux déréglementés. Eh bien, quelqu'un qui aurait été muni de ce viatique intellectuel pouvait dire dès les premiers jours de la déréglementation, au milieu des années 80, pouvait dire que la catastrophe était nécessairement vouée à se produire. Alors il ne pouvait dire ni quand, ni sous quelle forme précisément. Ni la violence, puisque, ni l'amplitude. Écoutez, l'amplitude, l'histoire nous en a donné quand même des exemples et qui ont été saignants. Or, ce sont exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Vous voyez, ce sont les mêmes mécanismes fondamentaux de la finance déréglementée qui ont été mis sur des rails au milieu des années 80 et identique à ce qu'on avait vu dans les 30 premières années du siècle dernier. Donc, je reviens à notre point de départ sur ce qu'on a vu et ce que vous n'avez pas vu et ce que personne n'a vu ou moyennement vu. Il y a quand même des signaux qui existent, qui sont prémonitoires, on sent bien les choses. Est-ce que ces signaux, là, ils n'existaient plus ou est-ce qu'ils ont tout simplement changé et on ne connaît pas les avertisseurs, entre guillemets, qui auraient pu nous prévenir de cette crise ? Écoutez, je ne sais pas par quoi commencer. D'abord, j'aurais bien repris la balle au bond sur la sagesse et la raison de Jean-Claude Trichet, dont je suis pas tout à fait sûr de partager cet avis, ni sur les distinctions entre la bonne et la mauvaise finance, parce que mine de rien, et ça c'est l'un des effets, délétères de la concurrence, dont le gouvernement actuel, le président de la République en tête, a fait non seulement une ligne stratégique, mais une philosophie de l'existence. La concurrence a entraîné des banques qui jusqu'ici effectivement se comportaient de manière à peu près paisible et prudente et les a entraînées dans le désastre. Je pense en particulier à des Ça poussait à spéculer. Absolument. C'était pas leur corps de métier. Non, c'était pas leur corps de métier. Je pense à des banques allemandes, des Landesbanken comme IKB ou Sachsen LB, qui étaient de bonnes banques moyennes qui faisaient du crédit à Mittelstand et à Deutschland AG et qui ont voulu goûter aux embruns de la mondialisation financière et au ROE en expansion constante et qui se sont mis à jouer alors que c'était absolument pas leur métier ni leur compétence. Mais est-ce que c'était pas justement parce qu'il n'y avait pas une croissance extraordinaire en Europe et qu'il fallait justement suivre le rythme et maintenir ses bénéfices, ses profits? Oui, mais voilà, c'est exactement ça le problème. Et c'est bien ce que je résumais par les forces toxiques de la concurrence. C'est que effectivement, quand toutes les autres banques sont en train de tirer des rendements des capitaux propres qui sont entre 30 et 40% pour leur département de banque d'investissement, évidemment, il faudrait être fou pour ne pas gagner plus, comme dirait la publicité. Vous comprenez? Donc tout le monde y est allé. Si vous êtes un banquier,
Que vous faites un retour sur capitaux propres de 20% et que votre voisin est à 30%, c'est une faute professionnelle de ne pas y aller. Et c'est la raison pour laquelle les forces de la concurrence sont intrinsèquement vicieuses dans ce métier, puisqu'elles ont entraîné absolument tout le monde à poursuivre des produits et des stratégies d'investissement qui étaient incroyablement scabreuses et risquées. Je veux dire, juste un mot, il y a un cas qui est absolument exemplaire de ça. C'est la banque suisse UBS. En 1998, lorsqu'il y a la grande crise financière internationale, UBS prend un bouillon monumental sur l'affaire LTCM et jure qu'on ne l'y reprendra plus. Mais voilà, au début des années 2000, UBS voit débarquer des hedge funds qui lui font une concurrence terrible pour sa banque privée. Oui, et comment on fait ? Est-ce que les banques peuvent lutter avec les hedge funds ? Alors, comment on fait ? Eh bien, comment on fait quand on est UBS et qu'on veut lutter avec les hedge funds ? On crée son hedge fund à soi. Et ça s'est appelé Dillon Read Capital Management. Et le hedge fund maison d'UBS a été le foyer de perte monumentale à l'intérieur de la boutique et a failli la foutre par terre. Changer les règles, établir de nouvelles règles, de nouveaux codes de la route financier, ou est-ce qu'il faut laisser le système se purger lui-même, mourront ceux qui allaient le plus vite, et puis ceux qui étaient à peu près dans les règles, eh ben eux ils repartiront, et puis ça édictera de nouvelles règles. Écoutez, dans l'état actuel des choses, si on laisse mourir ceux qui doivent mourir, nous allons tous mourir derrière. Donc je pense que c'est vraiment pas une très bonne solution. C'est la définition même du risque systémique. Le risque systémique, c'est un état d'instabilité structurelle de la finance, résultant de la densité des engagements croisés entre les institutions financières telles que si l'une d'entre elles, ou un petit nombre d'entre elles, pourvu qu'elles soient suffisamment grosses tombent, toutes les autres tombent derrière. Donc pour l'instant, malheureusement, et c'est ça qui est dramatique à dire, sauver la finance n'est plus une option, c'est une nécessité. Et alors évidemment, tout dépend des conditions dans lesquelles on va le faire. Parce que je comprends il faut que les États le fassent, visiblement. Non, mais il faut que les États le fassent, ils sont en train de le faire, ils ont du mal à le faire, mais surtout ils le font d'une manière qui est particulièrement maladroite, puisque tous les plans de sauvetage qui sont déployés aussi bien par Paulson, Brown, etc., ont toutes les allures de plans de sauvetage inconditionnels et qui ne demandent rien en contrepartie à la finance. Or, évidemment, ceci est tout à fait inacceptable, c'est intolérable. Oui, parce que ça choque en particulier les Français de dire ils ont fait des bénéfices et puis quand ça va pas, ils viennent chercher l'argent de l'État. Exactement, ça choque tout le monde et c'est tout à fait légitime. La contrepartie, quelle doit-elle être ? Elle doit être que, certes, nous avons bien compris qu'il y allait de notre intérêt de les sauver, mais pour la dernière fois. Et la contrepartie, ça sera la conditionnalité. Comme dirait le FMI. Vous savez, le FMI, quand il va prêter aux pays du Sud endettés, il applique la conditionnalité. Ça s'appelle l'ajustement structurel. Eh bien, ça doit être la même chose pour la finance, à qui on ne demandait rien jusqu'à présent. La conditionnalité, c'est qu'on revoie de fond en comble les structures de la finance pour que ceci n'arrive plus. Ceci étant quoi ? Et c'est là que je voudrais répondre à Jean-Louis Gombault. Parce qu'il faut bien voir, je voudrais donner quelques chiffres très vite pour vous fixer les idées. Le taux de rémunération de rendement du capital, qu'est-ce que c'est normalement ? C'est le taux d'intérêt, c'est 4%. Les entreprises du CAC 40 les plus rentables ont une rentabilité des capitaux propres de 15%. La banque de détail de la Société Générale, fin 2006, avait une rentabilité de 23%. La banque d'investissement avait une rentabilité de 45%. Je veux dire que la finance déréglementée est une enclave de profitabilité que rien ne justifie. Et ce privilège-là, il va falloir le fermer. Il est inacceptable que des agents prétendent revendiquer un taux de profit qui soit à ce point hors norme, alors que le taux de profit normal, si vous voulez, c'est quelque chose qui tourne autour du taux d'intérêt. Il y a une règle qui s'appelle en théorie économique la règle d'or, selon laquelle, à long terme, la rémunération du capital, c'est le taux de la croissance. Donc, il n'y a pas lieu de s'offusquer. Il n'y a pas lieu de s'offusquer que le secteur financier gagne 4% ou 5%. Au contraire, il va falloir le persuader d'y revenir. Jean-Louis Gombault, très rapidement, parce que je voudrais terminer quelques questions politiques avec Christian Sauter. Alors, simplement, rapidement, pour dire que d'ores et déjà, le métier bancaire est très réglementé. C'est-à-dire, je crois que c'est la profession qui est sans doute la plus réglementée, qui soit peut-être avec l'industrie pharmaceutique, qui est la plus réglementée. Donc, et aujourd'hui, vous parlez de contrepartie. Mais vous ne les définissez pas. Ah mais attendez, j'en ai long comme ça à votre service. Hein. Et on m'a dit qu'on n'avait que 20 minutes et qu'on pouvait pas dire grand-chose. Il en reste 2. Alors je vais d'abord montrer. Croyez-moi, j'ai du stock. Hein. La gauche ou le malade imaginaire, dont vous avez fait la préface.